Imaginez un territoire grand comme l'Europe occidentale, couvert de forêts profondes, traversé par le majestueux fleuve Congo, habité par des peuples aux cultures riches et anciennes. Maintenant, imaginez qu'en quelques décennies seulement, ce territoire soit transformé en un immense camp de travail forcé, théâtre d'un des plus grands crimes coloniaux jamais commis. C'est l'histoire du Congo sous Léopold II, une histoire de violence, de mensonges et d'avidité qui a coûté la vie à des millions de personnes et laissé des cicatrices encore visibles aujourd'hui. Pourquoi parler de ça? Parce que ce passé continue d'influencer le présent. Parce qu'on ne peut pas comprendre le Congo, ni même l'Afrique ou l'Europe d'aujourd'hui, sans regarder cette vérité en face. Et parce que trop souvent, on préfère l'oublier ou la minimiser. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce crime colonial gigantesque, sans concession. Avant l'arrivée des Européens, le bassin du Congo n'était pas une terre vide, ni une jungle sauvage, à civiliser comme on l'a souvent prétendu. C'était un espace dynamique, structuré, peuplé de royaumes puissants et de sociétés organisées. Le royaume Congo, par exemple, avait émergé dès le XIVe siècle, avec une administration centralisée, des réseaux commerciaux étendus et des relations diplomatiques avec le Portugal dès la fin du XVe siècle. Des langues comme le Kikongo ou le Lingala témoignent encore de ces échanges et de la richesse culturelle précoloniale. Le commerce n'était pas une invention européenne. Des routes reliaient l'intérieur des terres aux côtes de l'Atlantique et jusqu'à l'océan Indien. On échangeait ivoire, cuivre, tissus, denrées alimentaires. Oui, la traite négrière avait déjà eu des effets dévastateurs, avec des razzias et des déplacements forcés. Mais même après ces blessures profondes, des sociétés locales reconstruisaient des réseaux, formaient des alliances et continuaient à produire de la culture, du savoir, des structures politiques locales adaptées à leur environnement. Ce n'était pas une table rase. C'est dans ce contexte déjà fragilisé par les siècles de traite que les Européens vont s'entendre pour diviser l'Afrique. L'un des principaux artisans de ce partage fut Léopold II, roi des Belges. Fasciné par l'idée de grandeur impériale, mais à la tête d'un petit pays sans empire, il se mit en quête d'un territoire à conquérir. Dans les années 1870, il finança des explorateurs comme Henry Morton Stanley pour ouvrir le Congo au commerce européen. Mais derrière ces expéditions se cachait un plan beaucoup plus sinistre. Léopold voulait s'approprier un État entier, non pas au nom de la Belgique, mais comme sa propriété personnelle. Pour donner un vernis de légitimité à ses ambitions, Léopold II sut manier le discours humanitaire. Il se posa en philanthrope, désireux d'abolir la traite arabe et d'apporter la civilisation, le christianisme et le progrès. C'est avec ces arguments qu'il réussit à convaincre les grandes puissances lors de la fameuse conférence de Berlin, 1884-1885. Cette conférence, censée organiser la colonisation de l'Afrique et éviter les guerres entre Européens, fut en réalité le point de départ d'un pillage systématique. Lors de la conférence, Léopold II obtint la reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo, un territoire immense qui allait devenir sa propriété privée. En échange, il promit la liberté de commerce pour toutes les nations, la suppression de la traite et l'amélioration du sort des populations locales. Des promesses hypocrites qui ne furent jamais tenues. En coulisses, Léopold mettait en place un système de domination et d'exploitation d'une brutalité extrême, motivé par la seule recherche du profit. On ne peut pas comprendre la suite sans s'arrêter un instant sur ce point. Le Congo ne devint pas une colonie belge d'emblée. Il devint la possession personnelle d'un roi. Ce n'était même pas un territoire officiellement colonisé par un État. C'était le domaine privé d'un monarque cupide, prêt à toutes les atrocités pour s'enrichir. Cette structure unique est essentielle pour saisir l'ampleur du drame qui allait suivre. Après la reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo, Léopold II mit en place un système d'exploitation économique d'une brutalité sans précédent. Son objectif était simple, transformer ce vaste territoire en machine à profit. Le caoutchouc devint la ressource la plus convoitée à la fin du XIXe siècle. La révolution industrielle européenne avait un besoin insatiable de caoutchouc pour les pneus, les courroies, les isolants. Le Congo, avec ses vignes à caoutchouc abondantes, était une mine d'or verte. Pour maximiser ses gains, Léopold créa un État policier et militaire. Tout le territoire fut divisé en concessions privées,
attribuées à des sociétés qui avaient carte blanche pour exploiter les ressources. Ces compagnies étaient liées directement au roi ou payaient des redevances à son administration. L'administration du caoutchouc était organisée autour d'un système de quotas. Chaque village devait fournir une quantité définie de caoutchouc sous peine de sanctions terribles. Les chefs locaux étaient contraints de mobiliser leur population. Les hommes partèrent dans la forêt pendant des jours pour saigner les lianes et récolter le latex. Pendant ce temps, les femmes et les enfants pouvaient être retenus en otage pour garantir la livraison des quotas. Les soldats de la force publique, armée coloniale recrutée et commandée par des officiers européens, faisaient régner la terreur. Leur mission était de faire respecter les objectifs économiques par tous les moyens. L'un des aspects les plus connus et les plus atroces de ce système était la pratique des mutilations. Pour prouver qu'ils n'avaient pas gaspillé leurs munitions inutilement, les soldats devaient rapporter la main droite des victimes tuées. Dans la pratique, cela signifiait que des mains étaient souvent coupées de personnes vivantes ou tuées simplement pour terroriser la population. Des photographies prises dès la fin du XIXe siècle témoignent de ces horreurs. Des enfants mutilés, des femmes exhibant les mains sectionnées de leur mari. Ce système généra des profits immenses pour Léopold II. On estime qu'il accumula personnellement l'équivalent de centaines de millions d'euros actuels grâce à l'exportation de caoutchouc et d'ivoire. Il finança des palais, des monuments grandioses en Belgique, tout en entretenant l'image d'un roi bâtisseur et philanthrope. Pendant ce temps, au Congo, la population était réduite à l'état de main-d'œuvre corvéable, vivant dans la peur permanente des représailles. Les conséquences humaines furent d'une ampleur difficile à concevoir. Les estimations les plus sérieuses avancent qu'entre 1885 et 1908, la population du Congo aurait chuté de moitié. On parle généralement de 10 à 15 millions de morts. Résultat direct des violences, des exécutions sommaires, des famines provoquées par la désorganisation des cultures vivrières, des épidémies aggravées par les déplacements forcés et les conditions inhumaines. Au-delà des chiffres, il faut imaginer la destruction des familles, des villages entiers brûlés pour l'exemple, des hommes exécutés pour quotas non atteints, des femmes violées ou prises en otage, des enfants arrachés à leurs parents. La terreur n'était pas un accident du système, c'était son moteur. Léopold et ses administrateurs savaient que seule la violence pouvait contraindre des millions de personnes à abandonner leur mode de vie pour aller saigner la forêt. Des témoignages contemporains le confirment. Des missionnaires européens, eux-mêmes souvent racistes ou paternalistes, furent parfois horrifiés par ce qu'ils voyaient. Certains écrivirent des lettres décrivant les mutilations, les villages incendiés, la souffrance inimaginable. Des photos, prises pour documenter ces crimes, circulèrent en Europe et choquèrent l'opinion. C'est ce choc qui permit peu à peu la naissance d'un mouvement de dénonciation internationale. Mais avant d'y venir, il faut comprendre que le régime léopoldien au Congo n'était pas un excès isolé, une erreur regrettable. C'était un système planifié, justifié officiellement au nom du progrès et de la civilisation, mais fondé sur l'exploitation et l'anéantissement. Quand on regarde les photos des enfants mutilés ou les récits des survivants, il faut se souvenir que ces atrocités n'étaient pas des accidents, mais la conséquence logique d'un système de quotas inhumain imposé par la menace des armes. Il faut aussi rappeler que tout cela était connu. Léopold II recevait des rapports détaillés, savait parfaitement ce qui se passait et ordonnait même parfois d'intensifier la répression pour maintenir la production. Le résultat ? Des millions de vies fauchées, des sociétés désorganisées, des traumatismes transmis sur des générations. Et tout cela au profit d'un seul homme et de son entourage, au nom d'un colonialisme présenté comme humanitaire. Face à l'ampleur des atrocités commises au Congo, un mouvement de dénonciation internationale finit par naître. Ce n'était pas un processus simple ni immédiat. Longtemps, Léopold II réussit à cacher la vérité derrière une propagande bien huilée. Il finançait des campagnes de communication vantant ses efforts humanitaires. Il soudoyait des journalistes et il imposait le silence à ses agents. Mais des témoins oculaires, des missionnaires, des officiers démissionnaires commencèrent à parler. Parmi eux, l'anglais Roger Casement, consul britannique, réalisa en 1903 un rapport d'enquête saisissant. Parcourant le Congo, il collecta des dizaines de témoignages sur les mutilations, les massacres, les otages.
Son rapport officiel, le Caseman Report, fut un choc. Il documentait noir sur blanc les méthodes de terreur utilisées pour le caoutchouc. Caseman n'était pas seul. Le journaliste et activiste I.D. Morel joua un rôle central. En examinant les statistiques commerciales, il comprit qu'aucun commerce normal n'expliquait l'exportation massive de caoutchouc sans importations équivalentes. Il fonda la Congo Reform Association, première campagne internationale moderne de droits humains. En organisant conférences, articles, expositions de photos, Morel fit pression sur l'opinion publique européenne. Les photos d'enfants aux mains coupées, les récits de villages détruits, les témoignages des missionnaires, tout cela choqua des milliers de citoyens au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Belgique même. Des débats eurent lieu au Parlement britannique. Les églises s'en mêlèrent. Pour la première fois, la légende du roi humanitaire commençait à se fissurer. Face à la pression internationale grandissante et à la mauvaise publicité qui risquait de nuire aux intérêts belges, Léopold II fut contraint de céder le Congo en 1908. Mais il ne s'agissait pas d'un transfert philanthropique. Il négocia d'énormes compensations financières et s'assura que la Belgique reprendrait la dette colossale qu'il avait contractée pour son entreprise coloniale. Le Congo devint alors une colonie belge officielle, le Congo belge. Certains espéraient naïvement un changement radical, la fin des violences, une politique plus humaine. Dans la réalité, l'exploitation se poursuivit. Le système de quotas fut assoupli, mais l'économie coloniale resta extractive. Mines, plantations, taxes de travail forcé persistaient. La gestion belge, plus bureaucratique, plus moderne, conserva les inégalités et le racisme structurel. Jusqu'à l'indépendance en 1960, la Belgique géra le Congo comme une colonie modèle sur le papier. Écoles, routes, hôpitaux. Mais tout était conçu pour servir l'économie coloniale et maintenir les Congolais dans un statut subalterne. À la veille de l'indépendance, on comptait moins de 20 Congolais diplômés universitaires. Ce manque de préparation était voulu. Il assurait la dépendance politique et économique. L'héritage de ce crime colonial est immense. Des millions de morts, des traumatismes intergénérationnels, des sociétés désorganisées, une économie façonnée pour l'exportation au détriment du développement local. Aujourd'hui encore, la République démocratique du Congo est marquée par l'instabilité, les ingérences étrangères, la convoitise de ses richesses minières. Bien sûr, ces problèmes ont des causes multiples, mais on ne peut pas les comprendre sans rappeler la violence fondatrice de la colonisation léopoldienne et belge. Et pourtant, cette histoire reste largement méconnue ou minimisée. Combien d'élèves en Europe apprennent vraiment la vérité sur Léopold II? En Belgique, il reste encore des statues, des rues à son nom. Les manuels scolaires, longtemps, ont parlé de mission civilisatrice ou se sont contentés de quelques lignes vagues sur les excès commis au Congo. Même aujourd'hui, beaucoup refusent de qualifier ces crimes de génocide. Se souvenir, c'est un acte de justice. C'est refuser le silence qui protège les coupables et efface les victimes. C'est aussi se donner la chance de construire des relations plus honnêtes entre l'Afrique et l'Europe, fondées sur la vérité et la reconnaissance des torts. En racontant cette histoire, nous voulons briser l'oubli. Nous voulons rappeler que des millions d'hommes, de femmes, d'enfants ont souffert et sont morts pour enrichir un roi et alimenter l'industrialisation de l'Europe. Nous voulons dire « plus jamais ça ». Alors si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'il est temps d'en parler, de l'enseigner, de la reconnaître, partagez cette vidéo. Commentez, donnez votre avis, dites ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car ensemble, nous pouvons faire vivre la mémoire, éveiller les consciences et refuser que ces crimes tombent dans l'oubli. Merci de nous avoir suivis.